Alors, se livrant à un exercice classique, vers 1654, l'historien Henri Sauval établissait dans son Histoire et recherche des antiquités de la ville de Paris un parallèle entre les deux cardinaux collectionneurs, Richelieu et Mazarin, et décrivait le palais Mazarin en ces termes. Je cite : « La France et l'Italie sont les seules parties de l'Europe qui aient contribué à l'ornement de la maison du cardinal de Richelieu. Mais pour achever le palais Mazarin, la Hollande, la Flandre, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Perse, la Chine, l'Asie, ou plutôt en un mot le monde entier, c'est comme dépouillé de ses richesses, de ses curiosités, de ses plus beaux meubles, de ses meilleurs livres, de ses plus rares manuscrits, de ses peintures et de ses figures les plus excellentes. » Fin de citation. Or, jusqu'à présent, l'historiographie a mis essentiellement l'accent sur les relations naturelles entretenues par Mazarin avec l'Italie et plus particulièrement Rome. Dans notre ouvrage « Mazarin, prince des collectionneurs », paru en 1999, nous avons pourtant montré que dans ses acquisitions destinées à l'enrichissement de ses collections, Mazarin s'était tourné également vers le nord de l'Europe, principalement lorsqu'il s'attacha à la reconstitution et à l'enrichissement de ses collections, en partie dispersées à l'occasion de la tempête frondeuse. Donc le palais Mazarin pour l'ambiance. Bien qu'il s'agisse d'un moment clé dans l'histoire de l'enrichissement des collections de Mazarin, nous passerons rapidement sur l'un des épisodes les plus connus de cet appel au nord, la rivalité qui opposa Mazarin, le roi d'Espagne, par ambassadeur interposé, à l'occasion de la dispersion des collections de Charles Ier d'Angleterre, étudiée notamment par Francis Haskell et Jonathan Brown. Nous rappellerons simplement que les achats réalisés alors à Londres par l'entremise de l'ambassadeur de France, M. de Bordeaux, firent entrer dans la galerie Cardinalis quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre, comme la Vénus du Pardo que vous avez actuellement sous les yeux, du Titien, le Tarquin et Lucrèce du même artiste qui se trouve aujourd'hui au musée de Bordeaux, des œuvres importantes du Corrège comme le Vénus, Satyre et Cupidon et l'Allégorie des vices, etc. La moisson fut assurément belle car en plus de leur haute qualité et de leur insigne rareté sur le marché, les tableaux de ces maîtres du Cinquecento italien étaient auréolés d'une provenance prestigieuse puisqu'ils provenaient pour la plupart des collections des Gonzague, mais aussi je pense à Titien, de l'Espagne. Donc ces collections acquises en bloc par Charles Ier. À ces chefs-d'œuvre de l'art italien s'ajoutèrent plusieurs portraits de Van Dyck, un artiste que Mazarin appréciait tout particulièrement. En effet, dès novembre 1653, le cardinal a écrit à M. de Bordeaux, je cite, « Je souhaiterais encore d'avoir des portraits de Van Dyck, desquels on a quantité en Angleterre et que l'on aurait à bon prix, et même s'il y en a de la maison du roi qui ne sont pas encore vendus, je vous prie de faire diligence pour cela. » Fin de citation. L'année suivante nous livre une autre lettre très intéressante pour notre sujet. Mazarin écrit à nouveau à M. de Bordeaux « Je serais bien aise d'avoir le tableau de Van Dyck dont vous me parlez, remettant à vous d'en tirer la meilleure composition. Vous me ferez plaisir aussi d'acheter d'autres tableaux de Van Dyck et mesmement les tests et portraits de bonne main qui se trouveront d'au-delà, c'est-à-dire en Angleterre, prenant garde à avoir tout le meilleur marché qu'il sera possible, comme aussi à ne pas prendre des copies pour les originaux, en quoi, d'ordinaire, on est trompé trop facilement, surtout en fait de portraits. » Fin de citation. On sent pointer ici, dans cette recommandation, le Mazarin connaisseur et exigeant. Cet aspect des collections que j'ai étudié dans mon livre et qui fera l'objet d'une communication ici même par ma collègue Daniela Dalpesco font que je m'y attarderai fort peu, me bornant à rappeler qu'avec 24 tableaux du maître, j'espère que j'ai bien compté, dont 23 portraits à Saint-Jean-Baptiste, la galerie de Mazarin pouvait s'enorgueillir d'exposer au moment de la mort du cardinal, en 1661, l'un des ensembles les plus conséquents de tableaux de ce maître, un nombre qui témoigne assurément d'un intérêt réel du cardinal pour les œuvres du maître flamand. À la faveur des troubles anglais, de nombreuses familles de confession catholique furent contraintes de se séparer d'une partie de leurs biens, et parmi elles la famille d'Arundel. Il est question de tentatives d'acquisition de certains tableaux appartenant à cette famille dans la correspondance échangée avec M. de Bordeaux en 1654, mais nous ignorons ce qu'il en advint. Cependant, 2 tableaux de Van Dyck pourraient avoir cette provenance. C'est une hypothèse, Saint-Jean dans le désert et le portrait de Lady Venetia Digby, en Prudence, que vous avez sous les yeux actuellement, tableau signalé par Bellori dans ses Vite et des Pittori, Scultori et Architecti Moderni.
Nous avons pu parler dans notre livre à propos de Mazarin, collectionneur, de tentations nordiques, un point sur lequel nous aimerions revenir ici. Comme bon nombre des grands collectionneurs de son temps, si Mazarin privilégia dans ses acquisitions les œuvres des maîtres des écoles d'Italie, il ne négligea pas pour autant la peinture nordique, comme le montrent certaines tentatives d'acquisition ou d'achat postérieures à la Fronde. Précisons toutefois que ce n'est pas obligatoirement sur les places marchandes du nord de l'Europe que Mazarin tenta d'acheter certains tableaux des maîtres des écoles du Nord, comme le montre une lettre de février 1643, dans laquelle il est question d'un tableau envoyé à Mazarin par son expert, le peintre expert un peu faussaire, Antonio della Cornia, tableau décrit comme, je cite, « quel ritratto d'un vecchio assai buono e di mano d'un fiammingo compagno di Rubens ». De même, en septembre 1660, Mazarin essaya d'acquérir un portrait de Thomas More, qui se trouvait alors entre les mains de Monseigneur Crescentio à Rome. Allusion à une version du célèbre portrait du chancelier d'Angleterre, peint par Holbein, que Bellori mentionne comme une œuvre fameuse. C'est l'agent romain du cardinal, l'abbé Elpidio Benedetti, qui l'informe de cette possibilité dans une lettre du 13 septembre 1660. Monsignor Crescentio venderebbe oggi facilmente quel tanto famoso quadro che alla sua casa di Tommaso Moro e che altre volte hanno tenuto in prezzo di 1000 doble. Se si mettesse a cose ragionevoli e che vostra eminenza vi avesse applicazione, degna di accennarmi quando vi spenderebbe. Rappelons en effet que les grandes galeries romaines étaient alors riches en tableaux des écoles du Nord. On ne s'étonnera donc pas de trouver des tableaux de Paul Bril, de Leonard Brommer, de Johann Wilhelm Bohr, plutôt alsacien d'ailleurs, ou bien encore de Cornelis Bollenbourg, sans oublier Rubens, dont Mazarin posséda 3 tableaux, un portrait du cardinal infant, une famille de 9 enfants que Stéphane Loire a proposé d'identifier avec le tableau représentant Balthazar Gerbier et sa famille, qui se trouve aujourd'hui au château de Windsor, dans les collections royales, et enfin un paysage que vous avez actuellement malheureusement un peu mal reproduit ici, le paysage avec la charrette embourbée qui se trouve aujourd'hui au musée de l'Ermitage. Donc ces artistes étaient effectivement des incontournables des galeries romaines. Cependant, la provenance de certains tableaux de cette école, inventoriés chez Mazarin, n'est pas sans poser quelques problèmes. C'est le cas de la singulière table peinte de l'histoire de David, actuellement sur l'écran, de l'allemand Hans Sebald Beham, qui constitue une véritable curiosité, présentée aujourd'hui au Louvre, et qui aurait une provenance guise. D'autres œuvres, et non des moindres, auraient appartenu aux collections de Rodolphe II à Prague, et arrivèrent chez Mazarin sans doute par l'intermédiaire de Christine de Suède, tel l'exceptionnel dessin sur vélin représentant Bacchus, Vénus et Cérès de Hendrik Goltzius, datant de 1604, aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. On trouve en effet mention d'un inventaire dressé par les Suédois à Prague en 1648 d'un, je cite, très beau et grand tableau dans lequel sont dessinés à l'encre Vénus, Cérès et Bacchus, que l'on peut en effet rapprocher, comme l'a fait Oleg Neverov, d'une œuvre décrite en ces termes dans un inventaire de Stockholm, dito fait à la plume, où sont peints les arbres des personnages et un ange qui est à tourner un fer auprès du feu sur la toile de Prague, donc provenance de Prague. Au regard de sa technique, de sa taille exceptionnelle, puisque l'œuvre mesure 2,28 m par 1,70 m, et de sa qualité, il s'agissait assurément d'une véritable rareté, d'une curiosité que Mazarin dut apprécier à sa juste valeur. Dans notre communication consacrée à la succession du cardinal Mazarin en France, publiée dans les actes du précédent colloque, Mazarin, Rome et l'Italie, nous avons révélé une dernière acquisition de Mazarin, réalisée à la veille de sa mort, et décrite comme un portrait d'un pacha de la main de ce fameux flamand, mais là malheureusement il y a un blanc dans le texte, qui était la dernière toile que nous avions ici des belles choses de son éminence, et dont l'abbé Elpidio Benedetti fait mention dans une lettre à Colbert non datée, mais écrite après la mort du cardinal. Ce tableau, qui est en fait considéré comme étant de Rembrandt, est sans doute celui qui est mentionné dans un inventaire des meubles provenant de la succession de feu son éminence, lesquels se trouvent tantôt au Palais Mazarin que dans les maisons de Monseigneur le duc de Mazarin, rédigé vers 1718 et conservé à la principauté de Monaco. Il est décrit, je cite, comme un tableau peint sur bois par Rembrandt,
représentant une demi-figure d'homme vieillard habillé d'un manteau, fourré tenu par une agrafe, ayant les mains l'une dans l'autre, garni de sa bordure de bois noir et anse de panier par le haut, numéroté 130, prisé la somme de 200 livres. En raison de son sujet et surtout de sa forme cintrée en partie supérieure, on pourrait y reconnaître le tableau, considéré aujourd'hui comme d'après Rembrandt, mais là on a coupé malheureusement la photo, la partie cintrée du haut, donc c'est moins convaincant pour ce que je veux dire. Donc on peut y reconnaître ce tableau conservé aujourd'hui à Chatsworth House, mais qui est malheureusement un peu désattribué, il est simplement marqué comme d'après Rembrandt aujourd'hui. C'est toutefois surtout dans le domaine des arts décoratifs, pour lesquels Mazarin est une véritable prédilection, que l'appel au nord de l'Europe fut sans doute le plus probant. Mais là encore, les incertitudes sont grandes. Quelles furent, par exemple, les modalités d'acquisition de pièces aussi importantes que la grande nef, que vous avez sous les yeux ici, photographiée dans la galerie d'Apollon au Louvre, la grande nef en jaspe vert provenant des collections de l'empereur Rodolphe II, aujourd'hui au Louvre. Ce bassin est précisément celui qu'évoque Henri Sauval lors de sa visite du palais Mazarin qui se situe vers 1654. Entre autres choses, dit-il, il faut que je cite, qu'on m'y a fait voir une tasse d'héliotrope taillée en forme de navire, haute de 7 pouces, large de 11, longue de 9, enrichie d'un cartouche sur la poupe et de 12 sur les flancs. Une provenance via Christine de Suède a été envisagée, bien que faire probable, et n'est cependant pas avérée. Si nous savons que la reine sans royaume visita les galeries du palais Mazarin lors de son séjour à Paris, dans les premiers jours du mois de septembre 1656, il n'est pas question alors d'échange de cadeaux, du moins dans la littérature officielle. Nous savons toutefois par Aubery que Mazarin, à une date non précisée mais se situant peu avant ce séjour, avait reçu en don un portrait de la reine Christine. Colbert, je vous montre simplement, ce n'est pas le même, mais il s'agit du célèbre portrait de Sébastien Bourdon pour évoquer simplement Christine de Suède, ce magnifique portrait équestre du musée du Prado. Colbert, qui relate cette visite qui eut lieu le 11 septembre, se contente d'écrire en effet, je cite, « La reine de Suède vit hier le palais de votre éminence, où elle arriva à 3 heures et en sortit entre 5 et 6. Elle commença par l'appartement bas, dont elle considéra fort les statues, et les trouva fort belles. Elle monta en haut, s'arrêta dans chaque chambre assez longtemps, en considérant tous les tableaux et parla presque sur tous, particulièrement sur la Sainte Catherine du Corrège, le mariage mystique, aujourd'hui au Louvre. Elle considéra fort la chambre de la grande alcôve, qu'elle trouva fort belle. Elle vit ensuite la bibliothèque, elle n'en dit rien, et voulut monter au garde-meuble, où elle admira la Vénus du Corrège, c'est-à-dire Vénus, Satyre et Cupidon, et celle du Titien. Elle parla tout ce temps beaucoup plus italien que français. » Fin de citation. On sait que cette visite eut lieu en l'absence de Mazarin, qui répondit à Colbert « Je ne vois pas par ce récit que la reine ait vu mon appartement du Louvre. Mais en cas qu'elle demande à le voir, je vous prie de prendre garde que la foule n'entre pas dans mes cabinets, car on pourrait prendre de mes petits tableaux. » Fin de citation. On sent pointer ici l'inquiétude du cardinal, les souvenirs des saisies de la Fronde étant encore très vifs. Colbert s'empressa de rassurer son maître en ces termes. La reine de Suède n'a point vu l'appartement de votre éminence parce qu'elle n'a pas demandé à le voir. Fin de citation. Nulle trace donc dans cette relation du séjour de Christine de Suède à Paris de présents d'œuvres d'art. Il ne fait cependant aucun doute qu'il exista des liens très étroits entre les collections rapportées de Suède par Christine et celles du cardinal. En effet, dès 1653, Pierre Chanu, 1662, qui avait été résident de France en Suède entre 1645 et 1649, homme de grande culture, ami de Descartes, parlant plusieurs langues, ce qui lui avait valu la faveur de la reine Christine de Suède, informait régulièrement Mazarin des mesures secrètes prises par la reine en prévision de son départ de Suède. En décembre 1653, alors qu'il était ambassadeur de France auprès de la République des Provinces-Unies, à La Haye, il lui rendait compte, je cite, qu'elle, la reine de Suède, a secrètement fait embarquer les plus belles tapisseries de sa maison, le meilleur de sa bibliothèque, le plus précieux de son cabinet dans ce navire, où sont aussi les manuscrits de la bibliothèque de votre éminence que le dissieur Dufresne, Triquet Dufresne, a commandement de lui présenter. Le tout peut monter, à ce que m'a dit le dissieur, à la valeur de 500 000 livres. La reine de Suède voulait faire mettre aussi dans ce vaisseau un Hercule de bronze dont elle veut faire présent à votre éminence et les marbres qu'elle dessinait pour le roi. Mais s'apercevant que l'on commençait à murmurer de ce qu'elle faisait transporter tant de choses en France, elle a pensé qu'elle devait différer
et laisser partir ce navire sans exciter plus de bruit. La statue qu'elle donne à M. de Servien y était embarquée des premières. » Fin de citation. Si nous ne trouvons pas trace de l'envoi destiné à Mazarin, dans son inventaire, en revanche, le bronze offert à Belservien arriva à destination. On le retrouve en effet dans la collection de cet éminent personnage, et 2 jeunes voyageurs hollandais qui visitèrent le château de Meudon, résidence de Servien, le 30 septembre 1657, la signalent dans leur relation de voyage. Il s'agit du grand bronze d'Adrien de Frise, vers 1556 Prague 1626, Mercure enlevant Psyché, connu également sous le titre Mercure et Pandore, qui sera acquis par Colbert en 1670 et présenté aujourd'hui au musée du Louvre. L'ensemble de ce chargement partit de Stockholm en août 1653 sur le navire La Fortune, à destination d'Ostende et du Havre, était confié à la garde de Raphaël Triquet-Dufresne, 1601-1661, bibliothécaire de Christine de Suède. Or, la préméditation est avérée, car à cette date, Christine de Suède n'avait pas encore abdiqué. Ce n'est que le 6 juin 1654, soit après 10 ans de règne personnel, qu'elle abdiqua solennellement à Uppsala au profit de son cousin Charles X Gustave et qu'elle quitta alors la Suède. Elle semblait donc à cette date envisager son installation au moins provisoire en France. Fait important, elle était à la recherche d'une protection, celle de la France, et de son principal ministre, et avait besoin de fonds pour financer son accession au royaume de Naples. Une double raison qui suffirait à expliquer le passage dans les collections mazarines de certains objets d'art venus de Suède et qui étaient bien souvent des prises de guerre des troupes suédoises à Prague en 1648. La lettre de Chanut précitée est explicite. Il est question d'une statue destinée à Mazarin, sans doute un Hercule, alors Hercule Dejani Renessus, sans doute d'Adrien de Frise, et des manuscrits pour la bibliothèque du cardinal. Si le premier de ces présents ne semble pas être parvenu entre les mains de Mazarin pour des raisons inconnues, il arriva cependant en France. Il devait en effet entrer dans les collections de Louis XIV, qui le donna au grand dauphin, qui le donna le bronze au grand dauphin en 1680. S'agissant du second de ces présents, dans une autre lettre, du 8 octobre 1654, Chanut écrit à Mazarin « La reine de Suède me pria d'excuser le retardement arrivé à la délivrance des manuscrits qu'elle a destinés à faire remettre à la bibliothèque de votre éminence. Il y a eu de la confusion en toutes ses hardes. Elle y va donner ordre et se préparer à partir cet hiver pour Rome, où elle exécutera le premier dessein qu'elle m'ordonne de dire à votre éminence. » Fin de citation. En ce qui concerne les manuscrits dont il est question dans cette lettre, il s'agissait en fait, comme l'a démontré Pontus Grate, de la restitution à leur propriétaire légitime, Mazarin, des 2000 manuscrits que Christine de Suède avait acquis en 1652 de la bibliothèque séquestrée du cardinal. Ces manuscrits arrivèrent bien à destination, comme l'atteste une lettre du 11 décembre 1654, dans laquelle Mazarin remercie Christine de Suède de ce geste généreux en ces termes. « Ce présent, dit-il, à la vérité, est en soi fort considérable, mais la bonne grâce avec laquelle il m'a été fait en augmente de beaucoup le prix et en embellit la magnificence. Ma bibliothèque en sera sans doute bien plus ordonnée qu'elle ne l'était auparavant, et des livres que la violence en avait fait sortir y rentreront par ce moyen comme en triomphe. » Fin de citation. N'oublions pas toutefois que ce geste généreux n'était pas sans arrière-pensée, puisque Christine de Suède espérait beaucoup du soutien de Mazarin pour concrétiser son rêve napolitain. Le royaume de Naples valait bien quelques concessions et sacrifices. L'histoire ne dit pas si elle ne regretta pas cet élan de générosité. Il est donc tout à fait envisageable que certaines œuvres des collections de Suède, en plus de livres et de manuscrits, aient rejoint le palais Mazarin au lendemain de la Fronde. Un point délicat concerne les tapisseries de la reine de Suède. Comme nous l'avons établi dans notre livre Mazarin, prince des collectionneurs, à la faveur des ventes des biens du cardinal, au moment de la Fronde, le dénommé Bidal, qui était un marchand, un négociant international, en affaires aussi bien avec Mazarin d'ailleurs qu'avec Christine de Suède, s'était porté acquéreur de tentures de tapisserie de Mazarin qu'il avait revendues à Christine de Suède. Une lettre de août 1652 éclaire quelque peu cette transaction. Il s'agissait visiblement d'un subterfuge visant à attribuer à Christine de Suède des objets d'art dispersés lors de la Fronde, afin que le cardinal puisse les retrouver une fois le calme revenu. Ce qui montre la collusion d'intérêts entre Christine et le cardinal. L'histoire est en fait complexe car elle est à double sens. En effet, en 1661, à la veille de sa mort, Mazarin avait donné pour consigne à Colbert
de racheter ces tapisseries. Inversement, Mazarin s'était intéressé à des tapisseries appartenant à Christine de Suède, qu'elle avait sans doute emportées de Suède à la suite de son abdication. Ayant besoin de fonds pour s'établir à Rome, et en attendant des rentrées financières suédoises, la reine avait mis des tapisseries et autres objets en gage à Anvers, alors important centre du marché de l'art, et Mazarin avait chargé en octobre 1656 son fidèle agent l'orfèvre Lescaut de rentrer en possession de ces tapisseries. Il était question alors de 70 ou 80 pièces de tapisserie, malheureusement non désignées, mais d'une valeur estimée à 100 000 livres, une somme considérable qui surprenait d'ailleurs le cardinal lui-même, qui considérait qu'il n'y avait que 2 tentures, dit-il, qui soient belles. Nous disposons fort heureusement d'un inventaire des meubles et arts appartenant à Sa Majesté la Sérénissime Reine de Suède, qui a été établi par un notaire, donc, lors de leur dépôt. Un inventaire dressé le 18 mai 1656. Parmi les tapisseries inventoriées à cette date figuraient une tenture de l'histoire de Cléopâtre, une histoire de Jules César, l'histoire de Scipion et Hannibal, 10 pièces de tapisserie paysage de chasse, 13 pièces de l'histoire de Scipion, 9 pièces de tenture intitulées Le Triomphe des morts, 7 pièces de l'histoire d'Alexandre Magnus, 4 pièces de l'histoire d'Orlando. On ne sait pas, malheureusement, parmi ces tentures, quelles sont celles qui retinrent l'attention du cardinal. Il s'agit d'une question très complexe. On connaît en effet la passion du cardinal pour la tapisserie. Or, en ce domaine, les faits sont plus avérés. Si l'Italie fut mise à contribution lorsqu'il était question de trouver des textiles d'ameublement, ce n'est qu'à titre exceptionnel que Mazarin se tourna vers son pays d'origine pour y faire rechercher de riches tapisseries. Les 2 plus importants marchés pour la tapisserie étaient à cette époque la Flandre et la France, qui en avaient le monopole. En 1658, c'est ainsi que Mazarin écrit à Colbert, je le cite, « Je sais que M. de Turenne et autres ont fait faire des tapisseries à fort bon prix à Audenarde. C'est pourquoi je voudrais bien avoir 12 portières avec mes armes de cette fabrique-là, mais de la meilleure, et pour cet effet, il faudrait que vous entendissiez avec Blondeau, qui a fait des contributions dans la dite ville, et leur donneriez les ordres bien particuliers de ce qu'il aura à faire, lui envoyant même un beau dessin que vous pourriez faire faire à Paris. » En 1660, lors des préparatifs du mariage du roi, Mazarin sollicite à nouveau Colbert qui lui répond « Pour les tapisseries, dont le Surbon écrit à votre éminence, j'ai écrit à M. Talon de m'envoyer une tapisserie d'Audenarde, de faire acheter à Bruxelles 2 tentures de tapisserie verdure fine pour servir aux antichambres de la reine future. Il m'a envoyé 2 tapisseries d'Audenarde qui ne sont pas propres pour votre éminence, sous-entendu qui ne sont pas d'assez belle qualité. À son retour, elle les verra, mais j'estime qu'il faut les revendre. Pour ce qui est des 2 verdures de Bruxelles, je ne les ai point encore vues. » En mars 1660, l'abbé de Montaigu confirme à Colbert avoir fait l'acquisition d'une tapisserie à Bruxelles dont votre éminence lui avait parlé. On voit par ces mots que l'initiative de Mazarin lui-même, qui exerçait une veille continuelle, via ses agents évidemment, sur le marché de l'art. Mais les Flandres ne furent pas le seul pays prospecté par Mazarin pour enrichir son garde-meuble textile. Dès 1645, il donnait pour consigne à M. de Sabran, M. de Sabran était alors secrétaire de l'ambassade de France à Londres, de rechercher pour lui des tapisseries. Il lui transmettait même à l'occasion des consignes plus précises qui montrent que Mazarin était en toutes choses bien informé. Il lui écrit « On m'a dit qu'il y avait une tenture de tapisserie à vendre de 9 pièces à Londres où est représentée l'histoire de Vénus et Vulcain. » Ici, c'est la scène de l'infidélité de Vulcain qui est dans les collections du mobilier national. « Vous m'obligerez de vous en informer et d'en savoir le juste prix. » Or, nous trouvons dans l'inventaire des biens de Mazarin dressé en 1653, au moment de la reconstitution des collections, une tenture de l'histoire de la fable de Vulcain en laine et soie rehaussée d'or, qualifiée de fabrique d'Angleterre, comprenant 9 pièces et qui portait, fait intéressant, dans ses bordures, je cite, des escussions des armes de la maison de Buckingham, qui pourrait bien correspondre à l'objet de cette demande. La tenture de Vénus et Vulcain est en effet la première grande tenture tissée dans les ateliers de Morlaix, à un moment où le prince de Galles, le futur Charles Ier, son favori, le duc de Buckingham précisément, comptait parmi les mécènes de cette fabrique. Dans son inventaire, après décès, on trouve également un exemplaire de la tenture des 5 sens, dont vous voyez ici une des pièces, qui est aujourd'hui au musée de la Banche à Brive, qui provient assurément de la même manufacture. Il faut rappeler, par ailleurs, que dans ces années-là, le marché anglais offrait en la matière de belles opportunités.
du fait de la révolution de Cromwell et de la dispersion des collections de Charles Ier. De fait, Mazarin se procura en Angleterre, qu'elles viennent d'ailleurs ou non des collections de Charles Ier, plusieurs tentures de tapisserie. Dès avant 1653, il possédait ainsi une tenture des Actes des Apôtres en 3 pièces seulement, blasonnée aux armes d'Angleterre, qui provenait d'une tenture ayant appartenu à la famille Pembroke à Wilton House. Tenture vraisemblablement tissée sur les métiers de Morlaix et qu'il fera compléter par un atelier parisien. Dans une lettre à Colbert du mois de juillet 1659, il écrit en effet « Souvenez-vous de faire mettre mes armoiries aux 3 pièces de tapisserie des apôtres que l'on a achetées en Angleterre, parce que j'estime qu'il sera nécessaire que vous m'envoyiez la dite tapisserie, qui est assez propre pour faire un présent à Don Louis de Haro. » Or, le destinataire n'était autre que le négociateur du traité des Pyrénées, du côté espagnol, et également grand amateur de tapisserie. Dans l'inventaire après décès de Mazarin, dressé en 1661, on trouve mention de 11 tentures dites d'Angleterre. On a pu établir, et c'est notamment Tom Campbell, grand spécialiste de la tapisserie, a pu établir que cette mention désignait plutôt des pièces achetées que fabriquées en Angleterre. Cette provenance s'applique généralement dans les inventaires de 1653 et 61 à des pièces anciennes, souvent isolées, relevées d'or. Et parmi ces pièces isolées de chapelle, il en est une qui est particulièrement importante, qui est décrite comme une pièce de tapisserie de laine et soie relevée d'or, très riche, représentant Dieu le Père dans un trône, 4 anges à ses côtés, et quantité d'histoires du Vieil et Nouveau Testament, avec sa petite bordure parsemée de pierres fines relevées d'or, prisée 650 livres. Nous avons proposé d'y reconnaître la tapisserie représentant le triomphe du Christ, connue aujourd'hui sous le nom de la Mazarine, et conservée à la National Gallery de Washington, et vous l'avez sous les yeux. Bien que supposée d'origine anglaise, Charles Ier, point d'interrogation, cette pièce d'une richesse exceptionnelle sera en réalité bruxelloise et daterait des toutes premières années, peut-être extrême fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. De même, en 1654, alors que ses collections sont en pleine reconstitution, grâce aux ailes de Colbert, Mazarin s'informait encore auprès de M. de Bordeaux de la disponibilité de quelques pièces, je cite, de tapisserie de la Passion, car, dit-il, vous m'obligeriez de me les renvoyer pour accompagner celles que j'ai. Et cette tapisserie doit correspondre à la tenture inventoriée en 1661, tenture de 5 pièces de laine et soie rehaussée d'or représentant la Passion, et autres actes de la vie de Jésus-Christ, d'après un dessin d'Albert Dürer, d'après l'inventaire. Alors, vu le temps qui nous est imparti, je pense qu'il faut que j'aille assez vite, nous n'évoquerons pas ici les achats nombreux de marchandises de la Chine, effectués pour le compte de Mazarin à Amsterdam par l'orfèvre Lescaut. Nous en avons en effet consacré à ce personnage un article à paraître prochainement d'un collectif. Outre ces objets de la Chine qui peuplaient une galerie du palais Mazarin, on notera la présence dans l'inventaire de 1661 de nombreuses pièces qualifiées d'argent d'Allemagne, d'horloges, de cuivre doré façon d'Allemagne par exemple, sans oublier un groupe d'objets fort rares, en ambre, parmi lesquels on distinguait une grande croix d'ambre et un damier d'ambre jaune. De tels objets en ambre étaient d'une rareté insigne. Leur présence chez Mazarin est à mettre en relation avec le fait attesté par plusieurs lettres qu'il se livra de tout temps à un trafic d'ambre. Mais il ne s'agissait pas de... Il y a 2 catégories d'ambre. Là, il s'agit d'objets décoratifs en ambre jaune ou succinct, résine fossile originaire des côtes de la Baltique, matière précieuse car on ne la trouvait qu'en petits fragments et dont on se servait pour la confection de menus ouvrages de piété ou d'objets d'art. Et ce petit groupe d'objets dans cette matière, rare, apparaît déjà dans l'inventaire de 1653 et correspond à une production caractéristique des ateliers de l'Allemagne du Nord et particulièrement de ceux de Königsberg ou de Danzig. On pouvait encore voir chez Mazarin de nombreuses tasses ou vases en pierre dure, qualifiés d'agate d'Allemagne. Un dessin anonyme que vous avez ici sur la gauche de l'image, de l'un de ces objets, conservé au palais Mazarin, nous est parvenu, et il porte la mention très explicite « envoyé de Francfort en 1685 », date qui peut surprendre, mais qui correspond bien pourtant à une coupe en agate de la seconde moitié du XVIIe siècle, inventoriée chez Mazarin en 1661, conservée aujourd'hui au Louvre, vous l'avez à droite, elle a été privée d'une partie de sa base. De fait, son histoire est un peu mouvementée, entrée dans les collections de Mazarin entre 1653 et 61, dans des circonstances inconnues. Elle quitta celle-ci dans des conditions tout aussi obscures,
avant d'être acheté en Allemagne, à Francfort, en 1685, d'où la mention, par le marchand Alvarez, célèbre marchand, qu'il a destiné alors aux collections royales. Je terminerai par quelques évocations, justement. Yvan Le Skoutoff déplorait le fait qu'on ne parle pas des livres. Je vais dire quelques mots des livres, justement. Les livres qui sont une passion dévorante de Mazarin. Dans cette collecte nordique, les livres rares et les manuscrits occupent une place centrale. On sait l'importance que Mazarin attachait à l'enrichissement de sa bibliothèque, qu'il destinait selon ses propres termes de longue date au public. Et bien qu'il se targue de ne point confondre mes petits intérêts particuliers, écrit-il, avec les affaires d'État, dans une lettre de 1647, Mazarin n'hésite pas à recourir au service de tous les représentants officiels de la France dans sa quête de manuscrits et de livres rares. Dans les années qui précèdent la Fronde, il n'eut de cesse de solliciter à cet effet les résidents de France et dans ce domaine le nord de l'Europe, occupa une place centrale, surtout du fait de la guerre de 30 ans. Alors que les populations souffrent énormément de la guerre, le conflit européen offrait aux collectionneurs compulsifs des opportunités extraordinaires à saisir. Tour à tour et parfois conjointement, il sollicita le maréchal de Guébriant, M. de Torcy, le baron de Sonville ou bien encore M. de Beringen. Ou encore M. de Rantzau, alors gouverneur de Dunkerque, à qui il écrit en novembre 1643, je cite, de lui envoyer des livres imprimés ou manuscrits pour sa bibliothèque. La même année, il écrit au marquis de Torcy et lui demande, quoi qu'on soit au fort de la guerre, de lui faire expédier de Bâle des livres indiqués dans un mémoire. Toujours en 1644, il recommande au baron de Sonville, lieutenant du roi au gouvernement de Brisac, l'achat de livres destinés à la bibliothèque. Et la même année, il mandate Gabriel Launay en Flandre, sans doute pour les mêmes raisons. En mars 1645, il adresse à M. d'Avocourt ses félicitations à l'occasion de la victoire remportée par le rude Lennart Torstensson, général suédois, la bataille d'Jankowitz près du mont Tabor, et lui recommande de rechercher des livres et des manuscrits et de prier ce grand personnage, ce militaire, de favoriser cette recherche en précisant, je cite, de donner cela à une passion que j'ai de préparer au public une bibliothèque assez remarquable. On le voit, toutes les occasions sont bonnes pour enrichir à bon compte la bibliothèque du cardinal. De nouveau, au mois d'avril 1646, Mazarin écrit à M. de Croissy « Je vous prie, si vous rencontrez de bons manuscrits ou des livres rares, de les acheter pour moi, et la liberté que je prends de m'adresser à vous pour cela vous pourra faire connaître que je vous tiens fort intelligent à cela et que j'ignore point le commerce que vous avez avec les livres. » Je citerai une dernière, parce qu'il y a beaucoup de petits passages, mais j'élague. En décembre 1645, un certain Gilles écrit à Mazarin « Je reçus l'ordre de la part de votre éminence, par monsieur de Montreuil, de chercher manuscrits grecs, latins, arabes et autres anciens livres considérables pour fournir votre bibliothèque. » Et il lui dresse la liste de ce qu'il a vu dans, je cite, la librairie du primat d'Irlande, la plus riche, qui se trouve aujourd'hui dans le Septentrion, après celle d'Oxford. Et cette quête nous vaut une lettre particulièrement précieuse sur ce sujet. M. de Montreuil écrit à Mazarin, en août 1645, que le sieur de Saint-Pal, je ne suis pas sûr de l'orthographe, m'a dit que la commodité de la mer, le grand trafic du Levant et les cartes d'Allemagne avaient conduit plus de manuscrits en toutes les langues orientales dans l'Angleterre que dans aucun autre royaume, qu'il y en avait particulièrement de grecs, fort anciens et fort rares, et qu'il se faisait fort d'avoir à bon prix quantité de pièces séparées, mais qu'il pourrait, pourvu que votre éminence y voulut entendre, lui faire avoir une des plus belles bibliothèques du Septentrion, sans qu'elle déboursât, on imagine la joie de Mazarin, pour cela aucune chose, qu'il était seulement nécessaire de promettre sa protection à celui qui en était le maître, qui est l'archevêque d'Armagnac, et qu'elle lui fait donner de médiocres commodités pour subsister en France. Félicitations. La bibliothèque en question se trouve à Chester et son propriétaire à Oxford. Une lettre édifiante, vous voyez, et par laquelle je terminerai, sur les modalités d'enrichissement des collections du cardinal. Il s'agissait d'une quête tout azimut, et les lettres qui précèdent, il y en a bien d'autres, montrent de manière éloquente la priorité donnée par Mazarin à l'enrichissement de la bibliothèque, de sa bibliothèque, dans la période précédant la Fronde. L'importance qu'il y attachait est d'ailleurs attestée par une lettre adressée à son fidèle bibliothécaire Gabriel Launay à l'occasion de la dispersion de sa bibliothèque. « Je vous avoue, lui écrit-il, que je n'aurais pas cru les Goths, les Vandales et des nations encore plus barbares capables d'un tel procédé. Voilà la belle passion
qui animait l'esprit de ces messieurs, sous-entendu du Parlement, à mettre ma tête à prix pour dissiper ensuite un travail qui m'était si cher et qui ne le devait pas mettre moins aux yeux du public. » Fin de citation. On le voit au travers de ces exemples, pris volontairement dans des domaines variés, combien le nord de l'Europe contribua presque autant que l'Italie à l'enrichissement des collections mazarines. L'inventaire des merveilles du monde, rencontré dans le palais du cardinal Mazarin, une célèbre mazarinade datée du 26 janvier 1649, n'évoque-t-elle pas le fait que c'est par son moyen que ce cardinal a contraint presque toutes les nations de la terre à contribuer à l'ornement de cette galerie ? Fin de citation et fin de ma communication. Je vous remercie.